Protégé par les Vosges, le vignoble alsacien bénéficie du climat le plus sec de France et d'un ensoleillement tardif, propice à la maturation lente et prolongée des raisins. Mais il profite aussi de la diversité exceptionnelle des sols viticoles. Une mosaïque de terroirs répartie en un long ruban de 170 km entre plaine et coteaux. C'est la route des vins d'Alsace. Ici, le terroir joue un rôle considérable. C'est d'ailleurs son influence que consacrent les appellations Grand Cru, issues de 50 parcelles d'exception bien délimitées. Des vins que l'on distingue par le nom du lieu-dit, mais aussi par celui du cépage. Riesling, Gewürztraminer, Muscat ou Pinot Gris. Il en va ainsi dans toute l'Alsace. Ici, le vin est le plus souvent monocépage et porte le nom de son raisin. Un usage d'origine germanique qui témoigne de l'histoire mouvementée d'une région marquée par ses rattachements successifs à l'Allemagne. Une région qui, en retour, affiche son identité avec force. Que ce soit sous le crayon du dessinateur Hansi, insatiable caricaturiste pendant près de 50 ans du quotidien des Alsaciens, que ce soit dans la nature même de ces vins qui, à la première gorgée, signent clairement leur origine. Dernier jour de vendange au domaine de la famille Adam à Hammerschwil. Le raisin qui remonte ici, encore en grappe vers les pressoirs, et sous l'œil vigilant de Jean-Baptiste Adam, est un Riesling, issu de l'un des 50 grands crus alsaciens, le Wieneck Schlossberg. Ça y est? Il a sauté là? Il faut aller voir en bas le principal. Bon, alors si ça se balade, c'est encore un truc. Non, ça ne tournez pas de toute façon, c'est pas si bien. Là, il n'y a rien? Il y en a là-bas, hein, en face, au bureau, il y a du jus. Bon, ça commence bien. C'est bon. Il y en a de nouveau l'électricité. Sans électricité, on ne peut plus rien faire de nos jours. Mais je me rappelle d'il y a 20 ou 30 ans, c'était pire puisque continuellement, avec les pressoirs qui marchaient dans tout le village, disons que les DEF étaient trop sollicités, les transformateurs ne suffisaient pas. Les cuisines qui ont dû faire sauter les plombs, n'est-ce pas? Et comme c'est les cuisinières, c'est quand même un service important pour nous. Parce que si on n'a rien à manger, on ne peut pas travailler. Et à boire un coup quand même. Hein. Bon. Pour une maison soucieuse de qualité, la mécanisation est un atout qu'il faut jouer avec discernement. Tout est question de cépage et de terroir. Ainsi, le sylvaner, ici livré en vrac, ne souffre pas du foulage préalable qui, au contraire, facilitera le travail du pressoir. Pourvu que tout soit fait rapidement, afin de limiter l'oxydation des jus. Les grands terroirs, les grands vins, on passe nos raisins en raisin entier sans trop mécaniser, tout par manuel. Mais il faut aussi accepter la mécanisation pour certains cépages. Hein. Moi, je suis contre la machine à vendanger sur, par exemple, le pinot noir et le pinot gris, qui ne sont pas des raisins adaptés à la machine. Par contre, sur des pinots blancs, sur des sylvaner ou certains Riesling, la machine fait un très bon travail. Il n'y a pas de raison. Mais de tous les vins d'Alsace, c'est la sélection dite de grains nobles qui requiert le travail le plus délicat. Vous avez la pourriture noble qui commence à s'installer sur le raisin. Donc là, il faudra uniquement prendre cette partie-là à la main et on cueille cette partie qui a l'air très infâme à voir. Et pourtant, c'est là-dedans qu'on récupérera le jus, le concentré de sucre, qui est donc le Botrytis cinerea, qui va attaquer la baie de raisin et concentrer cette baie en sucre et en arôme. Dans 3 semaines, elle sera encore plus concentrée. Donc, ce travail-là, on va le faire d'ici le fin octobre dans nos vignes. Sans sécateur, uniquement la baie par baie, on va trier ces raisins. Mais là, il faut être très très sélectif. Hein. Et puis avec la petite équipe que j'ai là, ils savent maintenant comment faire. Et puis en une semaine, on fait 8 hectolitres. 800 litres en une semaine. Alors c'est un boulot monstrueux. Mais quelque part, on presse ça nous-mêmes à la main, un petit pressoir à la main. Alors c'est une ambiance, c'est un tout qui nous fait plaisir. Intensité des arômes, puissance de la charpente, cette quintessence du terroir est aujourd'hui un redoutable concurrent pour tous les vins moelleux du monde.
aux origines, était Adam, ou presque. Viticulteur à Hammerschwihr de père en fils depuis 1614, Jean Adam a conservé les registres qui retracent l'activité de sa famille et aime à s'y replonger de temps en temps. De temps en temps, je regarde si tout le monde a payé. Alors si je vois un qui n'a pas payé, bien que ça fait souvent 2 siècles, c'est difficile d'aller encaisser. Mais je vois, il y en a rare où je ne vois pas acquitter. Alors là, vous avez tous les aubergistes qui venaient, les privés, des curés. J'ai aperçu que des curés devaient être des bons vivants, puisque je vois beaucoup de curés qui achetaient du vin chez nous, y compris aussi, ça mon grand-père me le disait, que beaucoup de vins d'Alsace partaient jusqu'à Bâle, avec nos chevaux. Regardez, ici, vous avez par exemple une de ces voitures. On mettait ses fûts, on en mettait peut-être 3 ou 4. Suivant qu'on en avait 4, il fallait mettre 2 chevaux, 3 chevaux ou 4 chevaux. Et ils partaient donc jusqu'à Bâle, jusqu'aux hospices de Bâle, et peut-être même plus loin. Le domaine Adam possède en propriété 15 hectares de vignes. Mais l'activité de la maison est en réalité aujourd'hui beaucoup plus importante. Elle achète et vinifie la production de près de 80 hectares de vignobles, dont elle suit régulièrement la culture et la récolte. On ne sait pas combien. Combien est-ce qu'il reste? On ne sait pas, hein. 7 tonnes? 7 tonnes, 7 Ça fait, il restera 2 tonnes 5, ça sera plus que ça. Hein. Depuis qu'il y a maintenant les vendanges tardives et des sélections de grains nobles qui demandent à être vendangés de plus en plus tard, c'est-à-dire novembre, même souvent même encore début décembre, on n'a plus aucun répit, c'est terrible. Donc vous voyez, on ne s'ennuie pas dans ce métier. Et si on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, entre amis, on ouvre une bonne bouteille, et puis on boit un bon verre, et puis on laisse un peu divaguer son esprit, et on est heureux. Nous avons un beau métier. Et celui qui ne veut pas continuer, eh bien, je ne sais pas, c'est vraiment malheureux, ou alors c'est un malheureux. Bon, tu viens, Jean-Baptiste? On peut faire le tour, vas-y. Et voilà. Allez, on... Bon, un peu de l'eau ce soir. Comme c'est la fin des vendanges, je crois qu'on va boire quelque chose de bon. On va se payer une bonne bouteille quand même. Allez. Finalement, ça s'est bien passé. C'est vrai que cette année, on a une chance inouïe. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on se boit, là? Un Gewürztraminer, sélection de grains nobles. 97, ouais, c'est... Hein? Ouais, enfin, les grains nobles 2000 ne sont pas encore vendangés. C'est là, on les a encore en perspective, ces vendanges. Mais disons que le gros est passé. Bon. Déjà la couleur ambrée, vieillard. C'est le Gewürz du Hinterkirch. Ah, On derrière a l'église. fait, C'est le Gewürz Hinterkirch, derrière l'église. Avec notre équipe, là, il y a quelques années. Eh bien. Allez, À la tienne. à la tienne. Étienne. Pourvu qu'on arrive à refaire ça cette année. Ça. Ouais, c'est du pipi d'ange. Une belle fraîcheur, un bel équilibre. Une longueur. Bref, tout pour se faire plaisir là, avec ça. Ozaimasu waingura no kengaku o shimashou. Atode kono heya ni kaerimashou et anata tachi wa wain najimi o shimashimasu. Martine Becker parle 7 langues différentes, dont le japonais. Résultat, les caves familiales du domaine Becker font partie de tous les circuits touristiques qui empruntent la route des vins d'Alsace. Ce que j'imagine toujours, c'est si chaque sushi bar, au lieu de servir que de la bière ou du saké, commence à servir un vin blanc et si possible un vin d'Alsace, notre chiffre d'affaires, bien sûr, serait énorme. Mukashi o tsukurimashita ne. Guru guru kikimasu ne. Anata tachi wa tabun shitsumon ga arimasu ka? Sachiko, comment est-ce qu'on dit le mou en japonais? Ouais. Namae onaji desu. Ok, ikimashou. Ils n'ont jamais vu un fût en bois. Les caves, c'est quelque chose de mystérieux, parce qu'il n'y a pas de cave au Japon, vu qu'ils ont toujours des inondations. Donc, ça les surprend. Et l'autre chose importante, c'est qu'on ne leur apprend jamais à déguster, à moins que ce soit des professionnels ou peut-être les gens un peu plus jeunes. Et là, vous avez vu, la moyenne d'âge se situe plutôt vers 50 ans. Donc, ce sont des gens qui apprécient.
Ichiban me list Alsace go kanpai ga arimasen. Alsace go subtitle ですね。リスティングですね。初めてです。Les motivations de Martin Becker ne sont pas uniquement commerciales, mais résident aussi dans l'harmonie des goûts. Entre les vins d'Alsace et la cuisine japonaise, le mariage est heureux. Commence alors le jeu subtil des alliances entre arômes et saveurs. Le Riesling, qui est évidemment mon préféré, c'est vraiment le vin qui s'accommode le mieux avec les poissons. Un sashimi, c'est le poisson cru et il y a juste la sauce soja qui accompagne et le riz. Donc c'est vraiment trois choses qui mettent en valeur le vin. Et l'acidité en fait est un tout petit peu peut-être excessive quand vous mangez des sushis qui en fait sont des petites boulettes de riz où il y a un peu de sucre dedans. Et le sushi en fait supporte mieux le pinot blanc, mais moi je dirais que quand on fait des sushis, c'est tellement de travail que finalement on sort ce qu'on a comme meilleur vin, c'est souvent un Riesling grand cru. Domo arigato, sayonara. Michel Cueny est maître de chai à la cave coopérative de Pfaffenheim. À ce titre, il est responsable de la vinification de près de 240 hectares de vignobles. Actuellement, les vendanges sont terminées. Et chaque jour, il surveille, une à une, l'évolution de ces 115 cuves. En pleine fermentation, c'est tout à fait féerique. On se croirait en symphonie dans une cathédrale. Alors ça, c'est un travail donc, journalier, donc, de vérifier tous les matins si toutes les cuves fermentent encore, s'il n'y a pas d'arrêt de fermentation. C'est très important. Donc, vu les quantités, donc, il faut être près de ces vins donc, pratiquement nuit et jour. Il m'est déjà arrivé d'arrêter des fermentations un samedi à minuit, parce que c'était le moment pile donc, pour avoir l'équilibre parfait de cette cuve. Mon père est adhérent vigneron donc, à cette cave. Très jeune, donc, je suis toujours attiré par cette ambiance et ce côté magique donc, qui est un peu donc, le vin, sa transformation, la vinification. J'ai eu la chance d'avoir ce poste et ma foi, c'est mon premier poste et je suis ravi d'être là encore 35 ans après. Ne rien céder au volume. Pour Michel Cueny, ce qui se fait dans une petite cave peut l'être également à Pfaffenheim. Tout est dans la maîtrise du processus. Pour cela, il a conçu lui-même les cuves de fermentation, tout équipées d'un contrôle précis de la température. Et il a réservé une part de la cave aux petits volumes, ceux des grands crus et des parcelles sélectionnées, qui sont vinifiés séparément. Mais surtout, Michel Cueny est présent inlassablement dans ses chais. Et quand il n'écoute pas le chant de ses vins, quand il ne les observe pas, alors il les déguste. Très typique du Golder, ces épices qui sont déjà très présents. Alors voilà, pour changer de palais, un chasse-là. Le citron miel d'acacia très plaisant. Il est très nerveux, on est vraiment sur les agrumes. On a ici un grand cru, que vous souvenez, l'origine du Steiner sur ce côté kiwi, un peu miel d'acacia très plaisant. Citron, exact, le flatteur. Et la rose. Alors ici, on sera sur un Syrah, ce côté citronné. Ce nez est tout à fait original. C'est très floral, d'une belle finesse. C'est très croquant, le cépage est parlant. Et ce côté en rétro-olfaction, citron, raisin de Corinthe.
ces notes un peu de mangue, de rose qui se mêlent bien. Quoi? Les fruits secs, on a la date, on a la figue. Voilà, on arrive à 206, qui, à mon avis, évolue très bien. J'ai remarqué ça au niveau de la densimétrie avant. Donc on évolue de hier à aujourd'hui, on a baissé de 5 dixièmes. Ça commence à venir. Le fruit, voilà, commence à être présent. L'équilibre se pointe. On a l'alcool qui domine. Je pense qu'on va pouvoir l'arrêter aujourd'hui. En fin de bouche, il y a une présence d'alcool et l'acidité en rétrofaction qui pointe. Donc je pense qu'on va, cet après-midi, 206, nous allons la soutirer. Le vin est soutiré, c'est-à-dire séparé des grosses lies et transvasé dans une autre cuve où le processus de fermentation va alors s'achever à température contrôlée. On crée un choc thermique donc sur les levures, tout simplement, pour les freiner. Voilà. Et en descendant, bon, forcément, là, on mettra, je dirais, 5-6 heures à descendre donc, à ces températures. On a un groupe assez puissant qui peut permettre donc, de descendre en si peu de temps la température de vin. Résultat de ces efforts, la cave de Pfaffenheim produit quelques 3 millions de bouteilles par an, dont 40% partent à l'export vers l'Europe, les USA et le Japon. Et elle collectionne les récompenses, au point d'être la coopérative la plus primée de France. Cette année, on peut dire déjà quelque chose. Alors il faut revenir l'année prochaine. Oui. Bâtie de grès rouge entre le XIe et le XIVe siècle, la cathédrale Notre-Dame pointe son unique flèche au cœur des vieux quartiers de Strasbourg. À ses pieds, maisons à colombages et ruelles tortueuses qui, toujours, finissent par buter sur le cours de l'Isle ou sur l'un des canaux du Rhin. Strasbourg est aujourd'hui une capitale européenne, mais garde en elle, bien ancrée, la tradition alsacienne. Il suffit pour s'en convaincre de franchir le seuil d'une Weinstube. Nous sommes ici chez Patrick Klipfel. L'endroit est aussi réputé pour la qualité de sa cuisine que pour l'accueil et l'enthousiasme du patron. Il faut qu'on m'apprenne tout. Non, voilà. Il y a très peu de sodium, beaucoup d'oligo-éléments et beaucoup de magnésium. L'une des spécialités de Patrick Klipfel est le pied de porc farci aux 3 viandes. Alors voilà le pied de porc, hein. Il est désossé à partir du sabot. Et là, nous allons mettre les 3 viandes. C'est du bœuf, hein. Alors, il y a du porc, il y a de l'agneau. Et on fait une liaison avec un peu de gorge de porc pour les 3 viandes coupées en gros dés. Et on étale ça là-dedans. Voilà, on va bien le mouler. On va prendre la crépine. Et celle-ci va nous servir pour protéger la cuisson du pied de porc. Voilà, on le met dans le vin blanc. Un peu de carotte, ça pour aromatiser, un peu d'oignon, bien que ça c'est prévu pour la cuisson, un peu de poireau. Le temps de marinade est d'une après-midi ou une journée, c'est pas grave si ça marine une journée et une nuit. Tout ça pour que le vin blanc imprègne bien la viande, imprègne bien les aromates, etc. Parce que ce fond de marinade va servir pour la cuisson. Ich dachte, die Engländer sind nicht so Europäer wie wir. I speak a bad German, but I speak a bad English, but I speak. Là, on avait des Européens, alors maintenant on va aller chez les Français, hein, et puis après on ira chez les Alsaciens.
C'est pour moi le vin le plus noble d'Alsace, c'est le Tokay d'Alsace, hein, qui est un vin à la fois sec et fruité. Alors ça, c'est un vin admirable. L'origine de la vigne choupe, c'est les débits de vin qui ont été en grande partie ont été construites le long de l'île. Et c'est surtout des vignerons orinois qui ont construit ces débits de vin. Le Stub en alsacien, c'était pour nos grands-pères en fait. Hein, c'était la pièce maîtresse de la maison. Les grands-parents dormaient dans cette pièce, mais ça veut dire aussi c'est la pièce où on faisait les veillées. Donc on discutait autour d'une grande table, et donc Wien c'est le vin, mais Stub c'est cette pièce essentielle, qui était d'ailleurs la seule pièce chauffée souvent dans ces maisons-là. Mais c'est là où tout le monde se retrouvait pour les veillées, les amis, les parents, toutes les générations étaient ensemble, et donc on discutait, et c'est ce qu'on refait. Alors on va le sortir, pardon. J'en ai l'eau à la bouche, parce que j'aime ça, figurez-vous. Le cuisinier en général il fait ce qu'il aime. Voilà. Regardez, regardez, ça fume. Regardez. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui aiment un peu les os. Voilà. Et voilà. C'est un régal. Ah ouais, non, ça vaut le déplacement. Hein. Très bien. On reviendra au mois d'avril. Avec plaisir. Faites-moi signe. Hein. Merci, monsieur. Bon retour. Monsieur est strasbourgeois et il vit à Manosque. C'est l'idéal. Au niveau circulation, au lieu de circuler dans le Tout serait-il qu'il n'a pas mis beaucoup de temps. Non, non, c'était bon. Oui, mais maintenant, il faudrait qu'on arrête la pause. Hein. Il a déjà duré un quart d'heure de pause. Installé sur la commune d'Egisheim, dans le Haut-Rhin, Bruno Hertz cultive depuis 1979 6 hectares de terroirs variés, plantés des 7 cépages principaux du vignoble alsacien. Un domaine qu'il exploite avec la philosophie d'un épicure. Quelque chose comme le vin, oui, mais à condition qu'il soit source de plaisir. D'autant que même si son père était dans le métier, lui est devenu viticulteur un peu par défaut. J'aurais pu faire prof de gym, mais j'ai pas passé le concours, alors du coup, j'ai fait viticulture. Attends, là, il y a des bacs. Et, Benoît, là, il y a des bacs. Je vais aller vider. Oui, non, je regrette rien. Des fois, on regrette quand ça va mal, et des fois pas. L'ambition de Bruno n'est pas d'accroître son domaine, mais plutôt de maintenir un sage équilibre entre les exigences de la vigne et celles de la vie. De vivre sur 6 hectares et de ne pas m'étendre, c'est un choix. Parce que je ne vois pas l'intérêt de me spécialiser. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler dans les vignes, rencontrer des clients et pas de me spécialiser soit dans la vente, soit dans la gestion, soit dans... C'est sûr que quand on exploite 20 ou 30 hectares, c'est un boulot très différent. À se demander si on sait encore ce que c'est un sécateur. Sa réussite aujourd'hui, c'est d'avoir préservé la convivialité de son exploitation, de demeurer fidèle à ses goûts qui le portent vers les vins au caractère sec, quand la mode est aux saveurs plus douces. Et c'est d'avoir trouvé une clientèle qui le suive dans ses choix. Bon, ça va être dur fin de journée. Moi, j'ai choisi le créneau des clients sympas, pas forcément très riches, mais sympas. Et faire du vin qui me plaît, donc trouver des clients à qui mes vins plaisent. Pas forcément les vins à la mode, qui sont recommandés par les grands ténors des revues ou des guides. Disons, j'ai fait un choix pour moi de travailler, parce que j'ai aussi envie de voyager un peu, c'est de vendre une partie de mon raisin, et l'autre partie, je le vinifie selon mes propres goûts. Et puis, il y a aussi les hospices de Strasbourg, évidemment. Là, c'est l'amour du passé, l'amour du vin, pourquoi pas l'amour d'une belle cave. Une belle cave, en effet, située à quelques dizaines de kilomètres de là, et à laquelle Bruno Hertz a décidé de consacrer une part de son temps et de sa production. Nous sommes à l'hôpital civil de Strasbourg, un vaste ensemble de bâtiments anciens et modernes découpés par des kilomètres d'allées et sillonnés par les ambulances. Cependant, si l'on tourne la tête au bon moment, devant la bonne porte, ce sont les reflets chauds d'une cave qui se révèlent.
Récemment restaurée et remise en fonction depuis 1996, cette cave du XIVe siècle mesure 170 mètres de long et contient 60 foudres remplies du jus des grands cépages alsaciens. Aujourd'hui, ils sont 39 viticulteurs à avoir cru en cette aventure et qui font vieillir une part de leur récolte dans la cave des Hospices de Strasbourg. Bruno Hertz est de cela. C'est un Tokay de 99, il est très, très rond en bouche. Il a encore une pointe d'acidité qui permet de le garder plusieurs années, donc au moins une dizaine d'années de garde. Au nez, il est très typique du cépage. En bouche, il a un beau fruité, il est très harmonieux. L'embouteillage se fait juste devant la cave, dans l'une des cours de l'hôpital. En échange d'un nom apposé sur les étiquettes, Bruno Hertz rétrocède 10% de sa production aux hospices, qui revendent pour leur propre compte. Cette année, je vais remettre du Riesling Rangen, mais bon, il faut d'abord qu'il soit dégusté au préalable pour voir s'il est apte à venir dans la cave, parce qu'on fait une sélection, les membres vont déguster, et puis on fait une sélection. Il y a une commission de dégustation qui dit ce vin peut y aller, celui-là. Bien sûr, il y a des critères de qualité qu'il faut avoir pour venir. Mais le nom des Hospices de Strasbourg est aussi un hommage à l'histoire. Pour Bruno, c'est surtout cela qui fait sa valeur. Ça me faisait un peu mal au cœur d'entendre qu'une cave de 1395, qui doit quand même, à mon avis, être la plus vieille d'Europe, je ne suis pas sûr, mais c'est quand même assez vieux, et qu'on la laisse vide de vin. Ce serait quand même dommage. Puis il y a aussi le côté commercial, évidemment, mais c'était assez accessoire. Tout, griffe, voilà. Et alors derrière, venez par là, en situation. Ah bon, Mais attention, il faut avoir les pieds bien écartés. Et voilà. Attention. Embarquement délicat pour les membres de la confrérie des Bienheureux de Frankenstein. Plus habitués au rang de vigne qu'à la navigation fluviale, ils sont venus pour comprendre comment autrefois l'on transportait leur vin d'un bout à l'autre de l'Alsace. Ok, c'est parti. Bon, si jamais on ne revient pas, Ce n'est qu'à nous revoir, mes frères. Ça doit être notre dernier voyage, c'est ça? Celui qui mène la barque, c'est Patrick Umdenstock, spécialiste de l'histoire des rivières alsaciennes. Voilà, vous êtes parti sur l'île, I2L, principale rivière alsacienne. Elle prend sa source tout au sud de l'Alsace, un petit village qui s'appelle Winkel. Et elle va passer dans les plus grosses agglomérations alsaciennes, Mulhouse, Colmar, Sélestat, Benfeld, Irstein, Strasbourg. Et elle va se jeter en fait dans le Rhin à Gomsheim, au nord de Strasbourg. Pas de galère pour nous. Faut bien se tenir. On est branché là. Et en tout, elle aura parcouru cette rivière 217 km de longueur. Nous avons suivi notre ami Patrick pour revoir comment on amenait le vin d'Alsace à partir de Ebersmaster jusqu'au port de Strasbourg et plus tard vers Rotterdam. Patrick Umdenstock est le dernier à fabriquer ces barques à fond plat, surtout utilisées aujourd'hui par les pêcheurs ou les amoureux de la nature. On entend le troglodyte mignon, un tout petit oiseau là qui fait... Ouais, il est parti là. Il est rentré là-dedans. Il s'est caché. Donc au Moyen-Âge, il faut revenir un peu en arrière, en l'an 1332, a été créée la corporation des bateliers à Strasbourg. Les bateliers autrefois de l'île partaient à un endroit qui s'appelait à Colmar le Laathof. Et sur ce Laathof, donc ce Laathof, ça veut dire la cour de chargement, on y chargeait le vin d'Alsace en fût, en foudre, quantité d'étoffe, du lin, du chanvre, des clous, des harengs.
pour les recharger en fait sur des bateaux encore plus grands qu'on appelait des schnieke, capables de naviguer en fait sur le Rhin avec un fort tonnage jusqu'en mer du Nord, jusqu'en Baltique. Hein. Le vin d'Alsace était déjà très, je dirais, très coté au XIVe siècle en Hollande. Hein. C'est dire le transport, je dirais, fluvial avec du vin d'Alsace qui était pratiqué autrefois au Moyen-Âge. Hein. Donc là, on va pénétrer dans le village d'Ebersmünster, hein, qui se retrouve niché dans un super écrin de verdure. Hein. Et si tu mets 2 rouleaux dessus, ça va pas, hein? Ouais. Début d'hiver. À l'heure où la vigne sommeille, le travail continue au domaine Sint-Umbrecht. C'est même en cette saison que se prennent bon nombre des décisions dont dépend la qualité des futurs raisins. Ainsi, aujourd'hui, il s'agit de palisser une jeune vigne de pinot gris. Pour Olivier Umbrecht, la conception du vin a déjà commencé. On arrivera à les tailler si un jour on les met sur 2 baguettes. Pardon? C'est pas un peu trop écarté en bas? Ben on a laissé partout 2 crochets, hein, Olivier. Ouais. Oui, non, ça va. Oui. L'écartement du premier fil par rapport au sol va déterminer la hauteur du cep, ce qui va aussi déterminer la hauteur du système foliaire qu'on aura par la suite. De cette façon-là, connaissant le nombre de plants à l'hectare, connaissant le nombre de rangées que l'on a, vu les écartements et tout, et la hauteur de la surface de la vigne, on sait à peu près le nombre de mètres carrés de feuilles que l'on aura par plant de vigne. Et on sait qu'il y a un optimum qu'il faut essayer de respecter. Donc si maintenant j'avais le même niveau de récolte, mais en ayant 2 fois moins de feuilles, résultat, moins de photosynthèse, moins d'activité biologique au niveau de la vigne en aérien, et donc moins de sucre synthétisé, des maturités retardées, et ainsi de suite. Les composts, vous le faites quand? Cet après-midi. Depuis 1997, le domaine Sint-Umbrecht s'est entièrement converti à la culture biodynamique. Plus qu'une technique, il s'agit d'une véritable philosophie qui conditionne tout le traitement de la vigne. Ici, le compost utilisé ne ressemble à aucun autre, tant par sa nature que par sa fonction. Donc ça maintenant, c'est un compost qui est presque mûr. On y retrouve encore beaucoup de vers de terre, vous voyez. Ce qu'on appelle des vers à fumier. Hein. Vous voyez, ce genre de choses. Et c'est à ce stade-là qu'il faut mettre le compost dans la vigne. Si on attend trop longtemps, un compost se transforme en terreau. Ça devient une terre très riche. C'est toujours très très intéressant, mais on perd l'aspect vie dans le sol. Vous voyez. C'est un mélange de matière végétale et animale, parce qu'il faut les deux. Hein. L'un sans l'autre, ça ne va pas. Il y a à peu près 4 fumiers différents, principalement vaches, chèvres, moutons et cheval. C'est un mélange de fumier chaud et de fumier froid. Et on y rajoute des matières végétales qui sont nos propres bois de taille, nos mares de raisin, et aussi quelquefois les cèpes de vigne que l'on va broyer, ce genre de choses. En biodynamie, le principe du compost, c'est premièrement d'amener des éléments nutritifs au sol, mais l'aspect le plus important, c'est d'amener de la vie au sol. C'est les vendanges d'hiver. Et ce genre de compost va migrer dans le sol, va aider à la transformation des éléments organiques qui se trouvent dans le sol. Et tout ça, ça va attirer des racines de vigne en profondeur. Et pour moi, un produit qui est d'une appellation d'origine doit être capable de retranscrire les qualités du terroir et de la région dans le vin, dans le produit final. Et pour qu'un vin représente bien sa région, il faut que ces vignes soient bien implantées dans son terroir. Au domaine, on ne fait pas dans le folklorique. La cave, loin des maisons typiques à colombage, est un bâtiment avant tout fonctionnel.
Et moi j'ai dit, tu sors une vendange tardive 89. Riesling, le sucre est parti. Il n'empêche qu'au sein de la communauté des viticulteurs alsaciens, le travail des Humbrecht père et fils est une référence absolue. Ah, celui-là, oui. Et le 89 ira beaucoup mieux avec la goûtelet aussi. Moi, je ne veux pas vous influencer. Mais t'es tellement riche avec une poularde de Bresse. Oui, mais il y a beaucoup moins de sucre apparent au bout de 10 ans. Donc il ira. Et au restaurant Laurent, on va se marrer. Et puis les Bourgognes, ils n'ont aucune chance. Alors, bon appétit. Salut Léonard. Salut, donc alors à bientôt à Paris. Au revoir. Le domaine Humbrecht est un cas à part. Des rendements 2 fois moins élevés que partout ailleurs, les vins les plus chers d'Alsace, mais toujours en tête de toutes les dégustations et sur toutes les grandes tables. Le fruit d'une conduite exemplaire de la vigne et peut-être de quelques secrets. Voici notre caisse de biodynamie où nous rangeons les différentes préparations qu'on utilise dans le vignoble. Alors la préparation 500, c'est une bouse de vache qui est mise dans une corne de vache et vieillie dans le sol pendant tout un hiver. Ça donne tous des éléments qui vont permettre principalement les racines de vigne de plonger en profondeur dans le sol. La deuxième préparation de base s'appelle Mariatoun, du nom de la personne qui l'a inventée. Ça, c'est en fait un micro-compost qui a pour but principalement d'aider la dégradation de la matière organique qui est dans le sol. La 500, tout comme la Mariatoun, sont utilisés en dynamisation. Donc dans un dynamiseur, on va faire des mouvements d'eau dans le sens des aiguilles de montre, puis dans le contraire pour casser le vortex créé au moment de la dynamisation et pendant 1 heure. Et donc pendant cette dynamisation, l'eau va aussi prendre la mémoire du produit et aussi obtenir, toutes les influences astrales dont la plante a besoin. Ni chaptalisation, ni levure additionnelle. Tout le travail de la vigne permet d'obtenir un jus parfait qui fermentera jusqu'à l'arrêt naturel du processus. Quitte à demeurer 1 an dans les foudres. Je pense sincèrement le vin en lui-même connaît beaucoup mieux son équilibre idéal que l'œnologue. Quand un vin s'arrête de fermenter de lui-même tout seul, qu'il soit sec ou avec des sucres résiduels, alors dans ce cas, on a l'assurance d'avoir un vin qui est naturellement stable, qui va consommer beaucoup moins de soufre dans le vin. C'est cet élément qui donne souvent des maux de tête. Et également beaucoup moins de risque de refermentation en bouteille et beaucoup plus de stabilité. Et certainement un vin gustativement bien meilleur. Le domaine a été constitué par Léonard Humbrecht, qui des années durant a réuni une extraordinaire collection de terroirs. Aujourd'hui, les méthodes de son fils, Olivier, consolident et étendent la réputation internationale déjà acquise. Petite ville moyenâgeuse encore protégée par ses murs d'enceinte, Rijkwier est l'une des étapes les plus typiques de la route des vins. Tour médiévale, portail sculpté, fenêtres à meneaux et demeures bourgeoises qui témoignent d'une belle aisance bien souvent acquise grâce à la vigne. La famille Dopf fait partie de ces notables de Rijkwier. C'est notre maison paternelle. Nous sommes à Rijkwier depuis 1574, 13e génération maintenant. Au départ, c'était des pasteurs protestants qui sont venus après la guerre de 30 ans pour repeupler l'Alsace. Ils ont pris une hostellerie qui est devenue ensuite importante. Ah, bonjour. Ils ont acheté du vignoble et le négoce s'est rajouté par l'achat de raisins pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille Dopf est le premier producteur de crémant d'Alsace. Ce vin effervescent vinifié selon la méthode traditionnelle et fabriqué le plus souvent à partir du pinot blanc. Le crémant marche bien. Il se vend tous les ans 20 millions de bouteilles de crémant d'Alsace et pas plus de 40 millions de bouteilles de crémant des autres régions de France. La maison Dopf au Moulin en tire 50% de son chiffre d'affaires et augmente ses ventes très régulièrement de 10% chaque année. La chaîne elle tourne 2 fois plus vite. Ah oui, tous les ans c'est pareil.
Un succès tel que se posent maintenant des problèmes de stockage pour un vin qui exige 2 années de travail avant de pouvoir être mis sur le marché. On va avoir le marché Carrefour de nouveau avec 20, 30, 40, 50 000 feux. Faire des stocks, c'est sûr. Oui, mais bon. quand Oui. C'est bien ça le problème. On ne sait pas où les stocker aussi. Une success story qui commence au début du siècle, lorsque Julien Dopf découvre à l'exposition universelle de Paris la méthode champenoise et part aussitôt se former sur place. C'était mon grand-père qui avait démarré son stage en Champagne et il a tellement aimé cette façon de vinifier qu'il a décidé de rester en Champagne. C'est mon père qui l'a décidé à revenir parce qu'il a dit on a une tradition en Alsace, mais je vais faire du champagne en Alsace. Il a dit le grand-père, et puis le grand-père, il a fait du champagne en Alsace parce qu'à un moment donné, il a fait venir des vins de là-bas et il a pu l'appeler champagne. Et petit à petit, il a essayé tous les cépages alsaciens et il en est resté au Pinot. Et le terme crément, lui, ne date que de 1976 et ça a été repris pour les vins mousseux de qualité faits avec la méthode champenoise ou traditionnelle, comme on dit maintenant. La forteresse du Haut-Königsbourg domine les vignobles du haut de son éperon rocheux. Construit au XIIe siècle, puis détruit par les Suédois en 1636, le château d'aujourd'hui est le fruit d'une restauration complète et hardie, financée par l'empereur Guillaume II au début des années 1900. Le chantier a été dirigé par un architecte allemand qui s'appelait Bodo Ebhardt. Alors si vous voulez savoir la tête qu'il a, il est là. Résultat, un superbe et authentique décor moyenâgeux à vous faire voir des fantômes. Un petit détour par ici, dans le four. C'est le tonneau le plus ancien qui soit conservé en Alsace. Il date de 1670. Un décor que Renoir, le cinéaste, utilisa pour certaines des scènes de La Grande Illusion. Et qui est aujourd'hui, après le Mont-Saint-Michel et Versailles, le monument le plus visité de France. Vous avancez un tout petit troupeau là. Laissez à chaque fois, je dirais, un peu d'espace. Non mais élargir, c'est pas ça. À quelques kilomètres de Colmar, il y a un peu plus de 2 siècles, vivait reclus une communauté de moines capucins et viticulteurs, inspirés sans doute par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le domaine Weinbach est mené par la famille Faller, 3 femmes inspirées, elles, par l'esprit du vin. Il y a Catherine, la sœur aînée, qui œuvre à la commercialisation. Il y a Colette, la mère, qui depuis la mort de Théo, son mari, gère l'ensemble du domaine. Mais il y a une place en dessous. Ben Laurence. Et puis il y a Laurence, la cadette, œnologue de formation, et qui pour l'heure dirige une armée de vendangeurs. À sa mort, Théo Faller laisse un domaine de 24 hectares planté à 40% de Riesling. Une passion pour un vin vif et racé qui s'est transmise aux héritiers. Donc là, nous sommes au pied du Grand Cru Schlossberg. Le Grand Cru qui tient son nom du château, donc Schloss en allemand, qui se trouve là, du château médiéval, et qui donne des Riesling de toute beauté. C'est un terroir qui magnifie le cépage Riesling, qui donne des vins très, très élégants, très fins. Vous voyez, le coteau est assez pentu, exposé bien plein sud, bien sûr. Les vignes sont cultivées en terrasse, donc on a toujours une exposition au soleil qui est optimale, un drainage très bon, et ça convient très bien au Riesling, qui est une variété tardive et qui n'aime pas trop avoir les pieds dans l'eau, donc ça marche très très bien. La grande réputation des vins du domaine n'a pas faibli sous la conduite de Colette Faller. Sa fille Laurence assure avec talent la continuité, à la vigne comme à la cave. Est-ce que tout le monde a terminé sa rangée, là? Non.
Là, il reste des raisins. Donc c'est certainement un cépage très exigeant, qui est peut-être plus difficile à comprendre, en tout cas qui est moins immédiat qu'un Gewürztraminer ou un Tokay Pinot Gris. Mais bon, la famille aime bien le Riesling, donc on a une grande proportion de Riesling. Quand on voit ça, là, je ne peux pas être plus heureuse parce qu'on a vraiment des raisins de toute beauté. Et ça promet de faire des Riesling absolument super. Celle-là, c'est peut-être un peu juste, hein, mais celle-là est bien. Oui, mais il y en a de la pour... Enfin, oui, d'accord. Oui. Ça, c'est peut-être pas tout à fait bien. Il faut quand même qu'il y ait au moins une dizaine de grains de pourriture noble. Hein. D'accord ? Bon, certaines personnes s'accordent à dire effectivement qu'on retrouve dans nos vins peut-être en tout cas, c'est notre souci, cette élégance, cette finesse. Donc un souci, une recherche d'équilibre. Alors, c'est des qualités que l'on attribue plus facilement aux femmes, en général, mais on les retrouve bien volontiers chez les hommes, on s'en plaindra pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les femmes ont souvent un souci de un perfectionnisme plus développé que les hommes. Des fois, c'est par nature, mais aussi par devoir, parce que souvent, dans les métiers masculins, elles ont besoin d'en démontrer un peu plus pour le viticulteur qui veut bien faire, toujours. Et c'est ça, c'est moi le viticulteur, en l'occurrence. C'est moi. Et c'est ça. On a eu chacune des points de vue ou des fois des approches un peu différentes. Donc on arrive à se compléter et c'est bien. Et c'est un travail collégial qui fait que bon, ça marche. Il a déjà un beau nez. Oui, un nez très fin. Il faut que ça fermente encore. Ah bah oui, bien sûr, il faut encore le réussir. Mais enfin, on te fait confiance. Donc tu nous appelles pour le déguster. Quand il était petit, André Ostertag détestait le métier de la vigne tel que le pratiquait son père. Mais un jour, il a trouvé l'inspiration, comme une vision de ce que pourrait être son vin. Depuis, il travaille à cette œuvre, guidé par les mots de celui qui lui a ouvert la voie. Il y a un poète qui m'a particulièrement impressionné, qui est Paul Éluard. Et moi, j'étais adolescent, je lisais du Éluard, et Éluard m'a donné une sorte de feeling esthétique, d'une forme presque idéale d'esthétisme. Et j'ai fait mon vin, mes premiers vins, je les ai toujours faits, et mon vin toujours aujourd'hui, en essayant de retrouver une sorte de grâce, de légèreté, de profondeur, telle qu'on l'a dans Éluard. Le vin, quand on le prend en bouche, évidemment, on va s'attarder aux arômes, mais ça, pour moi, c'est presque secondaire, pourvu que le vin sente bon. Mais lorsque vous prenez votre vin en bouche, vous avez une sensation de forme, une sensation presque en 3 dimensions. Il y a un mouvement qui s'opère, et derrière ce mouvement, il y a une grâce, il y a une émotion. Au même titre que la poésie. Ça, c'est pour moi le premier rapport. C'est presque de l'ordre de l'architecture et du rendu architectural. Ensuite, il y a des liens très évidents. C'est que pour moi, c'est assez extraordinaire à réfléchir, mais les mots sortent de la bouche par la langue. Et le vin rentre dans le corps par la bouche et est décrypté par le corps par la langue. Alors, ça peut paraître compliqué, mais il y a quand même un rapport extraordinaire entre le mot, la forme d'expression orale ou écrite, et le vin. C'est-à-dire qu'il y a un échange, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui rentre en nous, et qui se laisse décrypter par un organe particulier qui est pour moi la langue. Et la langue, c'est ça.
quand Éluard écrit, les choses ont une profondeur extraordinaire. Et c'est parce qu'il les dit de manière anodine qu'elles deviennent légères. J'aimerais que mes vins aient ça. C'est-à-dire que j'aimerais que mes vins aient la grandeur et la profondeur des très grands vins, parce que le très grand vin, il a beaucoup de choses à dire, mais qu'il soit léger en même temps, aérien, qu'il ait une élégance naturelle. On peut dire les choses les plus sérieuses de manière légère. C'est ça que je trouve extraordinaire. Et on peut faire le vin de la même manière.